BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Airbus a dégagé un bénéfice semestriel de 1,9 milliard d'euros porté par la reprise du trafic aérien. Le chiffre est toutefois en repli de 15% par rapport à l'an dernier. Airbus a également revu à la baisse ses objectifs de livraison pour cette année. Ce sera 700 appareils et non pas 720 comme prévu au départ. On va en parler avec Guillaume Faury, président exécutif d'Airbus. Bonjour, merci d'être en duplex avec nous. D'abord un mot sur le bénéfice semestriel, 1,9 milliard d'euros. Évidemment, ça tranche avec la perte d'1 milliard de dollars qui a été annoncé par Boeing il y a quelques jours. Quel a été le moteur de ces résultats ? Oui, bonjour. Effectivement, on a annoncé hier soir de bons résultats pour la première partie de l'année 2022. En fait, des résultats assez similaires avec ce qu'on avait réussi à faire en 2021. On a livré à peu près le même nombre d'appareils, mais on opère dans un environnement qui est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile, avec en particulier de l'inflation et des grandes difficultés avec la chaîne d'approvisionnement. C'est ce qui nous a amené à revoir un petit peu à la baisse notre trajectoire de montée en cadence. Pour autant, on prévoit quand même de livrer 700 appareils en 2022, alors qu'on en avait livré 611 en 2021. Donc on voit qu'on est vraiment dans une situation de montée en cadence très importante. 700 appareils au lieu de 720 prévus au départ, en raison des difficultés de certains fournisseurs. À quel niveau est-ce que ça bloque ? En fait, la difficulté, elle est un peu partout. On a aujourd'hui une supply chain, on appelle ça comme ça, des fournisseurs qui opèrent dans des conditions très difficiles, à la fois sur les matières premières, sur la logistique autour du monde. Vous savez qu'on a une chaîne logistique qui est très très globale, sur la capacité à réembaucher les gens après 2 années de Covid, également sur l'énergie. Donc l'environnement global est compliqué et quand il y a quelques fournisseurs qui ont des problèmes, par exemple ceux qui livrent des composants électroniques ou des fournisseurs de matières premières, eh bien ça rentre dans l'ensemble de la chaîne de fournisseurs et au global on voit qu'on a un environnement qui est très perturbé et qui est très difficile. Donc il n'y a pas d'endroit vraiment spécifique, c'est un problème beaucoup plus systémique et qui va mettre du temps à se résoudre. Est-ce qu'il y a des difficultés avec les motoristes ? Il y a quelques jours, vous avez souligné avec un peu d'ironie qu'Airbus n'avait pas pour vocation à faire des planeurs. Les motoristes sont aussi des acteurs qui ont des chaînes de fournisseurs profondes et complexes. Ils sont dans des situations qui sont comparables aux nôtres et en effet, ils sont en retard par rapport à la livraison des moteurs comparé à ce qu'ils avaient accepté de nous livrer. Donc on a continué à produire des avions, dont certains sans moteur. Alors on appelle ça des planeurs, avec un petit peu d'ironie, mais malheureusement c'est une situation qu'on n'aime pas subir. Et à la fin du mois de juin, on avait 26 avions qui étaient stockés, des avions terminés, mais qui n'avaient pas leur moteur. Et notre objectif est de revenir à une situation normale, c'est-à-dire tous les avions qui ont leur moteur, quand on finit de les produire, à la fin de cette année. Là, on parle des difficultés des sous-traitants. D'une manière générale, comment est-ce qu'Airbus gère à la fois la pénurie de certaines matières premières et aussi les difficultés de recrutement ? Les difficultés d'approvisionnement en matières premières, elles sont globales et donc c'est avec l'ensemble de nos fournisseurs qu'on traite cette situation. Il y a quelques matières premières pour lesquelles nous approvisionnons pour l'ensemble de nos fournisseurs. Ça permet de se grouper et d'avoir beaucoup plus d'accès au marché. Le problème des embauches et de la montée en cadence aussi sur la partie ressources humaines, sur la partie des talents et des gens qui travaillent pour nous, est une des grandes difficultés du moment. Pas complètement pour Airbus. En fait, la société reste très attractive et on arrive à attirer des gens et à embaucher correctement. Ça prend un petit peu plus de temps que d'habitude, mais c'est pas beaucoup plus grave. En revanche, quand on regarde l'ensemble de l'écosystème du secteur aérospatial, eh bien, il y a beaucoup d'acteurs, et souvent des plus petits acteurs, qui ont beaucoup de mal à embaucher à la vitesse où ils voudraient embaucher quand les grandes sociétés comme nous embauchent. Et donc, globalement, en fait, il manque du monde. Il manque des bras dans notre secteur. C'est la contrepartie d'un retour à meilleure fortune et puis de perspectives qui sont très bonnes. Donc moi, je serais ravi de pouvoir accueillir beaucoup plus de gens dans le secteur. Il y a vraiment de la place pour tout le monde et c'est des jobs qui sont passionnants au moment où on fait la décarbonisation du secteur aérien et où on est en train de transformer les technologies et les façons de travailler. Vous parliez d'un environnement compliqué, la baisse de l'euro par rapport au dollar américain. Ça, c'est plutôt un facteur positif pour Airbus.
Au global, un dollar fort est un paramètre favorable pour Airbus. Il faut avoir en tête qu'on prend des couvertures de taux de change et qu'on a historiquement un carnet de couverture qui est très important. Avec la baisse des cadences pendant le Covid, on a été amené à proroger vers le futur ces couvertures de change. Et donc en fait, on a une couverture très importante à des taux qui étaient des taux précédents. Donc entre cette situation et puis la montée en cadence dans laquelle on est, à court terme, on ne tire pas beaucoup bénéfice du dollar très fort, mais à moyen terme, si ça reste comme c'est aujourd'hui, ça sera en effet un facteur favorable pour nous. Quel est votre regard sur la reprise du trafic aérien ? Le dynamisme de cet été a surpris tout le monde, y compris les compagnies aériennes et les aéroports. Certains n'étaient clairement pas prêts. Quelles sont, à votre avis, les perspectives au-delà de la période estivale ? Que vous disent aujourd'hui vos clients ? Les compagnies aériennes font effectivement face à une reprise du trafic et une demande des passagers qui est très forte et le redressement a été très brutal. Ça a mis du temps à se mettre en place et quand les mesures Covid, les contraintes ont été levées, très rapidement les gens ont voulu revoyager. Donc les compagnies aériennes ont eu beaucoup de difficultés à s'adapter à la baisse au début du Covid compte tenu de la brutalité à laquelle le Covid les a impactés, mais là, elles ont aussi du mal à se réadapter au redémarrage. Elles nous disent qu'elles ont beaucoup de commandes. La perspective, c'est que les gens vont continuer à avoir envie de voyager. Et donc, on s'attend à ce qu'il y ait une croissance du trafic aérien forte dans les années qui viennent. D'abord, rattraper le trafic tel qu'il était avant la pandémie et ensuite continuer à croître. Peut-être un petit peu moins vite que ce qu'on avait prévu précédemment, que ce qu'on avait en tête avant le Covid, mais certainement essentiellement tiré, non pas par la volonté des gens de voyager, mais par les conditions économiques et par l'impact des sujets liés à la décarbonisation, au prix des carburants et donc au sujet plutôt environnemental. Dans l'actualité, il y a également Comac, le constructeur aéronautique chinois, qui vient de terminer tous les vols de certification de son modèle C919, concurrent notamment des Airbus A220 et A320. Il pourrait être commercialisé dès l'an prochain. Vous pensez que c'est peut-être bientôt la fin du duopole Airbus-Boeing ? Ça fait maintenant beaucoup d'années qu'on s'attend à ce que Comac rentre en service, certifie et rentre en service le 919. Il semblerait qu'on soit en train de se rapprocher de ce moment-là. Et donc, en effet, on aura un nouvel acteur sur le marché. Alors, on a déjà eu dans le passé d'autres tentatives par d'autres constructeurs de venir bousculer la compétition Airbus-Boeing dans le segment des courts courriers, des courts et moyens courriers. Là, on a un nouvel acteur qui s'y met. C'est un acteur qu'on prend très au sérieux parce que c'est la Chine, c'est Comac qui a eu beaucoup d'efforts pour y arriver. Il leur faudra probablement quand même beaucoup de temps avant d'arriver à faire la montée en cadence, la fiabilisation de l'avion pour pouvoir être un des trois joueurs, sachant qu'aujourd'hui c'est Boeing et Airbus qui dominent très largement. Mais on va voir comment ça se passe. Ils ont un marché chinois qui est un marché un peu captif où ils vont pouvoir commencer à vendre, à mettre en service ces avions. Et donc on va observer avec énormément d'attention ce qui se passe avec Comac. Mais est-ce que ça veut dire que pour l'instant vous êtes serein ? La compétition, elle est tous les jours à l'œuvre. On a un concurrent américain qui historiquement a été très très fort. Là, on est passé devant eux. Ça montre que les choses peuvent bouger. Et donc, il faut être très attentif à ce qu'un nouvel entrant peut être capable de faire. Et on pense que la meilleure façon de s'en sortir, c'est de continuer à investir, continuer à innover, et en particulier dans le domaine de la décarbonisation, parce qu'on a une très grande transformation à faire. L'aviation est passée par plusieurs grandes phases. La première, ça a été de réussir à rendre l'aviation sûre. Ça a été une première aventure absolument incroyable de l'aviation. Ensuite, à démocratiser l'aviation commerciale. Et aujourd'hui, on nous reproche parfois d'avoir des billets d'avion pas assez chers. Ça montre à quel point l'aviation a réussi à s'optimiser en termes d'efficacité économique. Et maintenant, il faut qu'on fasse la même chose dans l'efficacité écologique. Et on pense que si Airbus fait ça, et c'est notre plan de bataille et c'est notre priorité d'y arriver, alors on a toutes les raisons de rester devant. Justement, à propos de la décarbonisation du transport aérien, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la filière des biocarburants ? Les professionnels du secteur nous disent qu'on est un petit peu à la traîne et que ça ne suffit pas pour répondre à la demande. Les carburants
soutenables, les Sustainable Aviation Fuel, on dit en anglais les SAF, sont un élément absolument essentiel de la décarbonisation du transport aérien. On réduit très fortement les consommations de carburant de nos avions, mais il faut aussi qu'on change les carburants et qu'on passe des carburants fossiles, le kérosène, à des carburants durables. Et ces carburants durables peuvent soit être des biocarburants, soit des carburants de synthèse. Pour les carburants de synthèse, il faut beaucoup d'énergie décarbonée. Et aujourd'hui, c'est vraiment une ressource critique, c'est cette énergie, cette électricité décarbonée. Il faut qu'on accélère beaucoup plus vite la mise en place de nouvelles sources de production d'énergie décarbonée. Et en ce qui concerne les biocarburants, on a un potentiel très fort d'utilisation à court terme. On pense qu'il faut aller beaucoup plus vite que ce qui se passe en ce moment, parce que toute tonne de CO2 qu'on ne met pas dans l'atmosphère aujourd'hui a un impact favorable sur le climat. Donc ces biocarburants sont une opportunité. Et nous, chez Airbus, on pense aussi qu'il faut aller beaucoup plus vite et on essaye d'ailleurs d'être un acteur pour contribuer à cette accélération et pour être un catalyseur de projets, d'investissements et aussi en communiquant avec les régulateurs et les compagnies aériennes pour que cette accélération ait lieu. Ce qu'on appelle le feedstock, c'est-à-dire la matière première pour créer ces biocarburants, elle est là. Et donc il faut mettre en place les capacités de raffinage pour pouvoir remplacer du kérosène, du carburant fossile, le plus possible et le plus vite possible par ces biocarburants. Merci beaucoup Guillaume Faury, président exécutif d'Airbus. Merci d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez retrouver cette interview en podcast et en replay sur notre site BFM Business.